Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Face à une rumeur persistante autour d'un départ négocié de leur site de travail, les mécaniciens établis sur l'ancienne piste apportent des éclairages. Face à la presse, ces professionnels confirment à ce jour la notification d'une sommation de quitter les lieux, mais nient tout accord conclu avec les autorités. Difficile de trouver de l'eau potable dans certains quartiers de la banlieue dakaroise, une situation inadmissible pour les populations concernées qui signalent déjà des cas de maladies dues à cette avarie. Le point dans cette édition. Hors de chez nous, le Maroc frappé par un séisme qui a fait plus de 2900 morts. Le royaume chérifien annonce la mise en œuvre d'une aide d'urgence destinée à soutenir et reloger 50 000 victimes du tremblement de terre. Coupe du monde des moins de 17 ans, le Sénégal logé dans la poule D connaît ses adversaires. Les champions en titre défieront le Japon, la Pologne et l'Argentine pour une place en huitième de finale. La Coupe du monde des moins de 17 ans se tient en Indonésie du 10 novembre au 2 décembre prochain. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec des nouvelles de Fadilou Keïta, déjà sous le coup d'une condamnation, vient d'être encore inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet ce vendredi pour des nouveaux faits de nature criminelle suite à un réquisitoire supplétif du parquet en date du 5 juin. Concernant ces nouvelles poursuites, il s'agit d'associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, attentat ou complot contre l'autorité de l'État en relation avec une entreprise terroriste et provocation directe à un attroupement armé. Les précisions sont de son avocat. Les mécaniciens établis sur l'ancienne piste se disent plus que jamais déterminés à camper sur les lieux malgré une rumeur persistant à faire croire le contraire. Face à la presse, ces professionnels de la mécanique ont apporté un démenti formel aux spéculations autour de leur possible départ de leur site de travail. Ils confirment néanmoins la sommation de quitter les lieux qu'ils ont reçus et dont le délai tire quasiment à sa fin. Les détails, c'est dans ce compte rendu signé par Faraning. Les mécaniciens demandent formellement le préfet, le directeur de la DESCOS et d'autres autorités qui ont tenté de faire croire à l'opinion qu'ils sont d'accord de quitter l'ancienne piste. Les mécaniciens campent sur leur position et déclarent qu'ils n'ont rien reçu. Que les mécaniciens ne sont pas à l'ancienne piste parce qu'ils le veulent. On les a amenés ici il y a des années. Que personne ne bougera ici. Parce que c'est notre propriété. Et nous avons des projets que l'État doit nous aider pour l'attribution définitive des papiers pour nous permettre nous-mêmes de construire ce qu'on appelle le cité de l'automobile de Dakar. Ces milliers de mécaniciens veulent faire de ce lieu une cité de l'automobile et comptent sur l'aide des autorités afin de moderniser leur métier. Et nous avons nos propres bailleurs qui peuvent le faire. Ce que nous voulons de l'État, c'est juste qu'il continue ses actions. Il nous avait installés ici, il n'a qu'à continuer. Je lance un appel aussi au président de la République. Parmi ces énormes réalisations, qu'il termine avec le cité de l'automobile, avec les mécaniciens de l'ancienne piste. L'association est là, les techniciens sont là, il a visité le monde, il connaît ce qui se passe. Le gouvernement du Sénégal a donné ça aux mécaniciens depuis l'Antiquité. Donc maintenant, c'est le moment de continuer ce travail-là et de nous donner définitivement les papiers de bail et nous construisons notre projet qu'on a déjà commencé avec les plans. On a des ingénieurs et des géomètres qualifiés. Ces artisans de l'automobile ne veulent pas aller à Diamniadio, dont le site est en état déplorable. Ils demandent seulement un appui de l'État pour réaliser la cité de l'automobile.
Les habitants de la commune de Guinaw Rail Nord à Pikine sont en colère et pour cause, ils disent en avoir assez de vivre avec les inondations, des eaux de pluie qui s'accumulent d'année en année, très amères. Ces populations interpellent le ministre en charge des inondations, Issakha Diop, pour trouver des solutions à leurs préoccupations. Voici quelques réactions de ces habitants de la banlieue dakaroise au micro de Ablaye Patéane. Entre le TER et l'autoroute à péage, il y a une route désastreuse. Et la route n'accède même pas à 1 kilomètre. La route est en inondation. Les cars rapides, les tatas passent dans les ruelles. Et il y a beaucoup de dangers. Donc nous alertons. La route nous avait promis de travailler au mois de décembre passé. Bientôt au mois de décembre, bientôt 1 an. Et ils n'ont rien fait. Donc les populations de Guinaw Rail sont tellement fatiguées. Avec la route, vraiment ça pose beaucoup de problèmes. Et nous sommes très proches du marché de Thiaroye, un marché international. Donc il faut que les infrastructures soient disponibles pour que les gens peuvent travailler. Issakha Diop, il est notre voisin, mais on ne le voit pas. Et c'est lui qui gère les questions d'inondation. Et à Guinaw Rail, personne ne prend en charge les questions d'inondation. Télébi, 1 kilomètre. On dirait que 800 mètres là. Mais 800 mètres, pendant des années, chaque jour la même chose. Chaque jour la même chose. Et nous restons dans la banlieue dakaroise où l'accès à l'eau potable, vous allez le voir dans ce reportage, est devenu un véritable calvaire sur place. Certaines familles vivent sans eau potable, ce qui à la longue provoque des maladies hydriques, surtout chez les enfants. Les populations interpellent les autorités compétentes et leur demandent de trouver des remèdes urgents à ce phénomène. Suivant ce reportage de Sorna Astou Diouf Sarr et Amadou Ba dans la banlieue dakaroise. Quartier Diaksa ou dans la banlieue dakaroise, la qualité du liquide précieux laisse à désirer. L'eau qui coule des robinets inquiète la population. Nous n'avons plus accès à l'eau potable. Actuellement, nous n'avons pas confiance en cette eau qui sort du robinet. On ne peut faire que du linge avec. On peut rester presque 2 voire 3 jours même sans eau potable. L'eau vient avec une odeur nauséabonde et avec d'énormes saletés. Tellement que ça sent très mauvais. Elle change même de couleur. Elle devient jaune et parfois même noire. Le goût change de même que l'odeur. Parfois, elle cale même à la gorge. Les femmes sont dans tous leurs états. Le manque d'eau potable cause des maladies. Les enfants sont les plus exposés. Et parfois, nos enfants ont la diarrhée. Ils vomissent, ils ont de la fièvre. Et on est sûr que c'est à cause de cette eau. Personnellement, un jour, j'ai eu des maux de ventre. Je suis partie directement à l'hôpital. Tu vois des personnes avec des boutons, parfois des maux de ventre et des diarrhées. Tout ça est dû à cette eau. Les conséquences ne sont pas que sanitaires, elles sont aussi économiques. Ces familles sont parfois dans l'obligation d'acheter de l'eau à la boutique. On prend notre argent pour acheter de l'eau à boire, surtout pour les enfants. Parfois, on laisse l'eau au soleil pour pouvoir filtrer, vu que nous n'avons pas les moyens. Les riverains ignorent les véritables causes de ce manque d'eau potable. Ndeynan cherche le mal dans le système de canalisation. Nous ne comprenons pas les causes de ce manque d'eau potable. Parfois même, nous pensons que c'est à cause des mauvaises canalisations, car nous n'arrivons plus à comprendre. Fortune diverse au quartier Toldiaz, situé à Kermbaïfal. Ici, les familles sont bien abreuvées. Ici, l'eau est vraiment potable. On dirait l'eau de Zamzam avec une couleur très claire. Depuis que les tuyaux ont été changés, l'eau est vraiment potable. Ah là, on ne se plaint pas. Ici, l'eau est normale. Nous n'avons pas de problème, sincèrement. Le manque d'eau potable coule de source dans Dakar et sa banlieue. Des quartiers en manque et les populations demandent aux autorités de trouver une solution à ce problème.
Les eaux de pluie chez les eaux stagnantes bientôt réutilisées et traitées à des fins agricoles. Un partenariat vient d'être signé avec la métropole de Montpellier à cet effet. Dans un premier temps, ce sont les communes de Fatick, de Niakhar et de Mbella-Kadiao qui sont concernées. Ceci dans le cadre de l'entente intercommunale mise sur pied il y a quelques mois. Le projet de traitement des eaux usées sera soutenu par l'ONAS, dont le directeur général a assisté à la signature de convention. Aminata Goudiaby et Abdoukarim Bey étaient également présents au compte rendu. C'est une convention tripartite entre la métropole de Montpellier, l'agence régionale de développement de Fatick et l'entente du Sine qui concerne les communes de Mbella-Kadiao, Fatick et Niakhar. L'objet de ce partenariat porte exclusivement sur une meilleure gestion des eaux usées dans les 3 communes. Tout cette eau-là est versée à la mer, c'est du gaspillage. Ils veulent nous aider à travailler cette eau-là pour que les agriculteurs puissent en tout cas utiliser cette eau-là qui va être traitée. Mais on va en venir à l'agriculture. Au point de vue indicateur de développement, ça adresse d'abord l'accès à l'eau, la question de l'agriculture, de l'alimentation. La vice-présidente de la métropole de Montpellier a assisté à la signature de cette coopération. Selon elle, le projet vise aussi à mieux valoriser l'eau qui est source de vie, tout simplement. L'eau qui nous donne la possibilité de vivre, l'eau qui fait pousser nos fruits, nos légumes, et l'eau qui est un droit humain. Donc on est à vos côtés, on sera là et on va partager les expériences. L'Office national de l'assainissement va accompagner ce projet. Le directeur général Mamou Diallo rappelle que ces dernières années, plus d'une dizaine de milliards ont été investis dans la ville de Fatick pour améliorer le système d'assainissement. Entre 2016 et 2020, pas moins de 13 milliards d'euros ont été investis dans cette ville dans le domaine de l'assainissement des eaux usées. Lequel investissement a permis d'installer un réseau d'assainissement ici à Fatick sur 21 km, avec la construction d'une station d'épuration de 800 m3/h, 2 stations de pompage, ainsi qu'une déposante ou une station de boue de vidange ici à Fatick. L'hivernage dernier, de l'année dernière, Fatick a connu des difficultés énormes. Cette année, très tôt, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour que les mesures conservatoires et des travaux importants soient réalisés ici à Fatick. La délégation de la métropole de Montpellier a séjourné durant 3 jours dans le département de Fatick. Outre la commune de Fatick, elle a visité Niakhar et Mbella-Kadiao. Parlons santé à présent. Face à l'apparition de certaines maladies transmissibles, le ministère de la Santé et ses équipes prévoient de mettre l'accent sur la prévention et la promotion de la santé. Une annonce du ministre de la Santé, Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye. Le ministre s'est rendu à Kaolack pour constater de visu le dispositif sanitaire mis en place pour parer à toute éventualité lors du Gamou qui sera célébré il y a dans quelques jours. Le point, c'est avec Ousmane Dem qui l'a interviewé. Nous mettons l'accent vraiment sur la prévention et la promotion de la santé parce que tout simplement, le Gamou va se dérouler en plein hivernage. Nous avons d'habitude les maladies comme le paludisme, mais comme vous le savez, nous sommes dans une période où, malgré la surveillance épidémiologique que nous sommes en train de faire, nous avons le chikungunya dans la zone orientale, nous avons la dengue un peu partout, nous avions récemment le Crimée-Congo, mais rassurer et assurer pour dire qu'aujourd'hui, toutes ces maladies sont sous contrôle, donc sont maîtrisées. Mais néanmoins, il va falloir mettre l'accent sur la prévention et la promotion de la santé. Toutefois, si une maladie se déclare, nous avons renforcé l'offre en termes de proximité, à savoir les postes médicaux avancés, avec du personnel qualifié, avec des médicaments et des produits de santé. Nous avons également les postes de santé qui vont être renforcés. Nous avons le centre de santé de Kaznak, mais aussi nous avons l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass qu'on vient de renforcer dans le cadre de du plan d'amélioration des urgences. Je l'ai dit tout à l'heure, presque pour un montant de 380 à 390 millions, en plus de ce qu'on va donner au niveau du centre de santé et de certains postes de santé. Mais pour cela également, nous allons avoir donc une affluence de population parce que c'est un événement socio-religieux et en plus du SAMU régional de Kaolack, il y a le SAMU national qui va aider avec la Croix-Rouge, avec les sapeurs-pompiers, mais également toutes les forces de défense et de sécurité parce que sur les 4 axes, nous allons avoir vraiment donc les équipes qu'il faut vraiment pour éviter au maximum les risques d'accident. La voie publique, également dans les maisons, les risques d'accidents domestiques.
Et de Kaolack, nous mettons cap sur Saint-Louis. Saint-Louis identifié comme une zone de départ de plusieurs jeunes vers un Eldorado hypothétique dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Eh bien, l'ASC Idéal a organisé une caravane. Le nom de cette caravane, Nyo Lank, pour persuader les jeunes Sénégalais à rester au bercail, mais également rappeler aux autorités leur responsabilité à revoir les politiques dédiées à la jeunesse. Mamadou Doukan est membre de cette association sportive dénommée Nyo Lank. Nous l'écoutons avec Ousseynou Diop. Cette marche regroupant les joueurs, les supporters, les dirigeants et sympathisants de l'ASC Idéal pour nous adresser à la jeunesse de la zone 3, pour nous adresser à la jeunesse saint-louisienne, pour nous adresser à toute la jeunesse sénégalaise, à toute la jeunesse africaine, pour leur dire que nous pouvons rester ici dans notre pays, dans nos pays respectifs, et travailler pour faire preuve de citoyenneté, faire preuve de civisme, faire preuve de patriotisme, croire qu'on peut réussir là où nous sommes nés, Fila Judo, Fila Teke, et qu'il est dangereux pour les jeunes de croire que la réussite et le succès ne se trouvent qu'à l'extérieur. Non, nous avons marché pour rappeler les jeunes à l'ordre. Nous avons aussi marché pour rappeler les autorités politiques à l'ordre, pour qu'ils revoient les politiques de jeunesse. Le quai de pêche de Mboura a abrité la journée de l'ozone ce jeudi 14 septembre, occasion pour les acteurs d'organiser une vaste campagne de sensibilisation sur les enjeux liés à la destruction de la couche d'ozone dont il est noté une dégradation progressive. Le thème de cette édition est le protocole de Montréal, réparer la couche d'ozone et réduire le changement climatique. Compte rendu de cette édition avec Ndeye Matidja. Cette année, la problématique de la destruction de la couche d'ozone et celle du changement climatique restent les préoccupations de la journée mondiale de la couche d'ozone. Des actions s'imposent. Parce que comme vous le savez, le Sénégal est un des pays champions en matière de lutte contre la destruction de la couche d'ozone. Nous avons réussi à éliminer ce qu'on appelle les SAO, les substances qui appauvrissent la couche d'ozone depuis belle lurette. Nous avions adopté de nouveaux produits de substitution, mais malheureusement, comme vous le savez, ces produits sont de puissants gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. C'est pourquoi le travail que nous faisons aujourd'hui en collaboration avec les acteurs du secteur du froid, mais également avec le centre de référence que nous avons mis en place, consiste à éliminer progressivement ces substances pour non seulement lutter contre la destruction de la couche d'ozone, mais également contribuer à l'effort global de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine des changements climatiques. Le choix de Mbour n'est pas fortuit, c'est parce qu'il y est noté des solutions innovantes pour la protection de la couche d'ozone. Avec la chambre froide qui a été installée et qui fonctionne avec le propane, qui est un fluide naturel qui permet de répondre à nos besoins en froid, mais qui ne détruit pas la couche d'ozone et ne crée pas justement le changement climatique. Watchep Afrique, une entreprise surnommée créatrice d'eau, a exposé une machine qui produit ce liquide précieux à partir de l'air. C'est effectivement l'effet inverse des climatiseurs, parce que ça nous permet en fait, une fois que l'eau est captée et collectée, nous utilisons par différentes étapes de filtration, nous potabilisons l'eau, donc qui est destinée à consommation humaine. Donc ce qui nous permettra également d'éviter les bouteilles et les déchets plastiques qui est très nuisible à l'environnement. Avec ces machines-là, nous avons juste besoin d'une prise électrique de 220 volts pour faire fonctionner les machines. Et d'ailleurs, on est présent sur le marché international il y a 15 ans, mais présent au Sénégal il y a juste 2 ans. Donc on peut produire une capacité de 50 litres d'eau potable par jour jusqu'à 110 mètres cubes d'eau potable par jour. Allez, nous restons dans le domaine de l'environnement pour parler cette fois-ci du forum sur l'économie bleue. Le ministre de l'économie et des affaires maritimes du Portugal a clôturé son séjour officiel au Sénégal avec une visite au port autonome de Dakar et à Dakar-Nave notamment. Alors en perspective, une coopération prochaine entre les deux pays que sont le Sénégal et le Portugal dans divers domaines maritimes. Les entreprises portugaises se disent fin prêtes à faire bénéficier la main-d'œuvre locale de leurs expériences. Le reportage est signé à Habib Faye.
Dans le cadre du Forum sur l'économie bleue, le ministre de l'économie et des affaires maritimes du Portugal a effectué une visite à Dakarnave et à l'administration portuaire de Dakar. Un retour à la source après 8 ans d'exercice dans l'entreprise navale. Le Portugal s'engage avec le Sénégal à développer de futurs travaux dans divers domaines maritimes. Et de la coopération entre qu'est-ce que c'est aujourd'hui les grands défis de l'économie bleue. Il y a une autre partie, c'est ma collègue, la secrétaire d'État de la pêche, c'est les coopérations avec le Sénégal pour la promotion de l'aquaculture. Le Portugal a une grande expérience. Nous avons ici une délégation avec plus de 30 entreprises portugaises pour faire des travaux. Nous avons aussi des entreprises portugaises qui sont à faire partie des consortiums pour la construction des ports au Sénégal. Les entreprises portugaises comptent faire bénéficier leur expérience à la main-d'œuvre locale. Avec plus de 30 entrepreneurs, 30 sociétés qui se sont déplacées jusqu'au Sénégal pour aujourd'hui nous montrer toute l'expertise que le Portugal a à offrir. Et avec les autorités, nous aurons l'occasion de plus discuter sur ces possibilités et créer des synergies. Cette expertise portugaise mise en amont à Dakarnave est saluée par le directeur Serge Casimatu. Il affirme que la majeure partie des employés est sénégalais, ce qui renforce la coopération entre le Sénégal et le Portugal. D'un projet qui a eu du succès, c'est le projet de Dakarnave, qui était un partenariat établi à 24 ans en arrière et qui aujourd'hui a transmis du savoir-faire. Nous avons aujourd'hui pratiquement tous les employés qui sont sénégalais et tous les sous-traitants qui travaillent ici sont aussi sénégalais. Et ça a été une évolution, un transfert de technologie qui était fait au fil des années et nous nous sentons vraiment honorés de pouvoir être ici avec cette délégation. Cette association vise à promouvoir les investissements dans le secteur océanique et pour accélérer la croissance de l'économie bleue en misant notamment sur l'intelligence artificielle. À Kolda, la rentrée scolaire se prépare activement. C'est le cas à Temento Samba, dans la commune de Guiro-Yero-Bokar, où élèves et parents se sont mobilisés en vue de trouver des solutions aux nombreux obstacles qui bloquent le bon déroulement des apprentissages. À l'issue de leur concertation, ils ont identifié un certain nombre de besoins, dont les plus urgents demeurent la mise en place d'une bibliothèque et la mise en place d'un centre multimédia. Abdoulaye Diallo nous fait le point. Pour booster les enseignements-apprentissages dans leur localité et permettre à leurs enfants d'être au diapason des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, les habitants de Temento Samba, plus connus sous le nom de Sare Mamadou Koundoul, veulent un centre multimédia au sein de leur établissement. C'est vrai, mais si on veut avoir des connaissances plus approfondies que ça, si on veut profiter de ce qui se passe dans le monde, il faut passer par ces outils-là. C'est une initiation, ce sont des outils qui sont indispensables pour aller de l'avant. On va contribuer à initier nos enfants dès le bas âge à ces outils-là pour les permettre d'être plus performants, mais surtout aussi pour leur donner le point positif de ces outils-là. En guise de préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire, ils ont bien voulu accompagner leurs mères potages qui ont eu à se faire distinguer au cours de la précédente année scolaire. De primer les meilleures filles d'un groupe. L'idée leur est venue vraiment d'élargir un peu à tous les élèves de l'école élémentaire, mais également aux élèves qui étudient à Kolda. Eh bien, cette année, nous avons vraiment décidé d'en faire une fête où tout le monde a été impliqué. Le GIE a porté, avec le groupe Parti Para, avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, cette fête de l'excellence que nous avons organisée. Leur localité qui regorge de cadres intellectuels, ils en ont saisi l'occasion pour adresser un hommage à leurs parents qui, disent-ils, ont été des visionnaires pendant que la scolarité des enfants était mal interprétée dans les zones rurales. Merci beaucoup. Nous avons rendu hommage et aux parents et à Mamadou Saliou Baldé, qui a été le premier diplômé de l'école, qui est créé en 81. Nous avons tenu à rendre hommage aux parents, puisque nous avons des parents visionnaires qui ne sont pas allés à l'école, mais qui, dès le départ, ont compris quand même que l'enjeu du futur, que pour assurer l'avenir, il faut vraiment une éducation de qualité. Ils ont tout fait pour avoir cette école élémentaire. Ils ont consenti d'énormes sacrifices pour nous y mettre et nous y maintenir. Le rehaussement du niveau des enseignements-apprentissages au sein de l'école de Temento Samba est une préoccupation pour ces parents d'élèves. Allez, Forum national de l'enseignement privé à Kaffrine, les acteurs de l'enseignement réclament un meilleur suivi des subventions attribuées et un répertoire des écoles reconnues par l'État. Les détails, c'est avec Ndayawa Bey et Mme Gorwilan.
Lors de ce forum, ces acteurs de l'enseignement privé ont exprimé leurs besoins. Ils veulent plus de considération. Et nous attendons beaucoup de ce forum-là, un changement de paradigme, je dirais, quant à la gouvernance, quant au financement, quant à la qualité de l'éducation, de la formation que nous dispensons. Et cela, nous ne pouvons pas y arriver seuls. La secrétaire de l'Office national de l'enseignement catholique propose que l'État augmente la subvention allouée à l'enseignement privé qui est actuellement de 2 milliards, représentant 0,30% du budget de l'éducation nationale. Il est évident qu'un établissement non reconnu ne peut bénéficier de la subvention qu'octroie l'État. Et donc le fait qu'il y ait un si petit nombre d'établissements non reconnus, évidemment c'est un souci pour beaucoup de chefs d'établissement, parce qu'on aurait souhaité qu'il y ait quand même un plus grand nombre d'établissements qui puissent bénéficier de cette aide-là afin de subvenir à leurs besoins. En ce qui concerne la floraison des écoles privées, de notre côté, nous aurons à travailler là-dessus certainement, mais peut-être aussi au niveau de l'État. Peut-être veiller davantage aux conditions d'ouverture de ces établissements, veiller à ce qu'il y ait un minimum de sécurité. À cet effet, ils exigent la mise en place d'une direction autonome de l'enseignement privé du Sénégal pour gérer le budget et les affaires courantes. Un minimum de conditions à mettre en place. Les différents acteurs de l'éducation et les partenaires de l'école ont pris part à ce premier forum national consacré à l'enseignement privé, célébré sous le thème « Enseignement privé au Sénégal ». Enjeux, rupture et perspectives. À la une de l'actualité politique, l'Union pour un triomphe en 2024, c'est l'appel des cadres de l'APR dans le département de Matam. En tournée dans la zone, le coordonnateur de la prospective républicaine de Matam invite à une cessation des querelles intestines et de leadership au sein de l'Alliance pour la République. Selon lui, seule la continuité des grands travaux entrepris par le président Macky Sall doit primer. Matam, c'est toujours avec Ali Bandania. Dans la continuité, les cadres APR du département de Matam appellent à l'unité autour de Amadouba pour l'intensification des réalisations. Après avoir lancé les travaux de réalisation des grands travaux tels que le Dandemayo, les routes du Dandemayo, l'hôpital et l'aérodrome régional de Ourossogui, les cadres de la prospective républicaine plus que jamais engagés pour la victoire du candidat de Benno Bokk Yakaar le 25 février 2024. Les réalisations qui se profilent donneront encore plus de plus-value à ce que le président de la République, Macky Sall, a réalisé. En termes d'investissements qui vont accompagner la route du Dandemayo, en termes d'aménagement pour permettre à notre pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Tout le monde sait que les temps derniers, on a eu des difficultés avec l'oignon qui est devenu une denrée rare, alors que nous avons ici de l'eau et de la terre. Nous osons espérer effectivement que dans les prochains choix qui seront opérés, on va mettre en place un dispositif assez particulier pour le Fouta de façon générale et pour le Dandemayo de façon en particulier, pour permettre de fixer les jeunes à travers des projets porteurs et qui sont fondamentalement orientés vers la mise en valeur des énormes potentialités que nous avons ici. Nous osons espérer également que dans les choix qui seront opérés, un dispositif assez particulier pourra être pris, comme le président Macky Sall l'avait fait dans le cas du piment pour les zones frontalières. Tout le monde sait que le gap infrastructurel est en train d'être résorbé. L'appel que nous lançons, donc le candidat qui a été choisi, c'est notre candidat. Nous devons tous nous unir et nous ceindre les reins pour assurer la continuité. C'est la première réaction des apéristes depuis l'annonce de la coalition présidentielle. Et face au remous né du choix sur le Premier ministre, les cadres de la prospective républicaine de Matam estiment que toutes les forces doivent se concentrer vers la victoire au lieu d'éventuelles divisions qui pouvaient exposer la coalition à toute éventualité.
La délinquance électorale, une menace pour la démocratie en Afrique, c'est la conviction de Cellou Dalein Diallo, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, s'exprimait lors de la sortie de promotion Amadou Gon Coulibaly de l'Académie libérale de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Je vous propose de l'écouter au micro de Dissa Prera et Diallo. Il y a d'abord la délinquance électorale qui se développe. Il y a un véritable recul démocratique qui menace nos pays et qui menace nos valeurs que nous partageons avec la Fondation Friedrich Naumann, avec certains pays. Aujourd'hui, le terrorisme, la délinquance électorale, les coups d'État et combien d'autres fléaux constituent des menaces véritables à la démocratie et à l'état de droit. La compréhension de ces enjeux est nécessaire. Elle est d'autant plus nécessaire que nous vivons dans un monde globalisé, en perpétuelle mutation. Requiert, pour faire face à tous ces défis, il faut connaître des hommes et des femmes. Les ressources humaines sont importantes dans cette lutte. Des ressources humaines outillées, comme vous l'êtes aujourd'hui, pour faire face à ces défis, à ces menaces, pour porter le combat pour la démocratie et l'état de droit dans nos pays, dans notre sous-région, vers la victoire. Et je sais qu'on pourra compter sur vous. Hors de chez nous, le Maroc a annoncé ce jeudi la mise en œuvre d'une aide d'urgence destinée à soutenir et reloger les habitants d'environ 50 000 bâtiments endommagés par le puissant tremblement de terre qui a frappé le pays la semaine dernière, faisant plus de 2900 morts. La première version du programme de relogement porte sur environ 50 000 logements au niveau des 5 provinces touchées. L'État va octroyer une aide d'urgence de 30 000 dirhams aux ménages concernés. Des actions d'urgence et de relogement provisoire ont été prises. Une aide financière directe de 140 000 dirhams pour les logements totalement effondrés, de 80 000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées, ainsi qu'une prise en charge immédiate des enfants orphelins. Le souverain a demandé à ce qu'ils soient recensés et octroyé le statut de pupille de la nation. Le souverain a également réitéré ses hautes instructions pour que la réponse soit forte, rapide et volontariste tout en respectant la dignité des populations, les us et coutumes et leur patrimoine. Le programme mobilisera principalement les moyens financiers propres de l'État et des organismes publics et sera également ouvert aux contributions provenant des acteurs privés associatifs ainsi que des pays frères et amis qui le souhaiteraient. Et ce séisme d'une rare intensité qui a foudroyé le Maroc a poussé la rédaction à s'interroger sur une possible similitude du phénomène au Sénégal. Eh bien, de l'avis du professeur Goumbalo, géologue, notre pays n'est certes pas à l'abri d'un tel phénomène, mais si jamais il se produisait, eh bien, il serait de très faible intensité et s'illustrerait plutôt à travers des fissures du sol. Le professeur Goumbalo préconise par ailleurs la mise en place de structures d'alerte. Nous l'écoutons dans ce reportage de Mamadou Ndiaye. Un puissant séisme au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech, survenu dans la nuit de vendredi à samedi, a fait plus de 2000 morts et 2000 blessés. Ce phénomène naturel est plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc. Tout ce qui est entre la Méditerranée et l'Afrique, c'est-à-dire la partie nord de l'Afrique, le Maroc, la Libye, l'Algérie, la Tunisie, sont des zones qui sont en compression. C'est-à-dire qu'il y a une pression sur cette zone-là, où il se forme naturellement alors des montagnes. Donc, et dans ces montagnes-là, quand ça casse, il y a des tremblements de terre. Les tremblements de terre sont un phénomène naturel susceptible de se produire partout, certains endroits étant plus exposés que d'autres. Le Sénégal ne fait d'ailleurs pas exception, même s'il y a toutefois pas de quoi s'alarmer. Lors de l'ouverture Atlantique, il y a eu des failles, il y a eu des cassures qui sont là au niveau de la presqu'île du Cap-Vert, sur la Corniche, à Gorée, à Rufisque, à Diamniadio. Et ces cassures-là, quand ça bouge beaucoup au Maroc, vont peut-être bouger plus tard, quand le séisme sera plus intense au Maroc ou ailleurs. On peut avoir des intensités faibles, du genre de ce qui s'est passé
en 1984 à Dakar avec des tremblements de terre de l'ordre de 2,5 sur l'échelle Richter. Mais donc, ça veut dire qu'on peut avoir des tremblements de terre, mais de faible intensité. Dans les cas, il faut une surveillance permanente du phénomène par les systèmes et il peut être utile de conscientiser les populations pour appréhender le phénomène. Maintenant, les structures d'alerte, c'est quoi? Il faut avoir une cartographie très précise de la presqu'île du Cap-Vert, de la pointe des Almadies jusqu'à bout, en passant par la corniche, et on regardera les failles qui sont susceptibles de bouger. On connaît déjà la faille de Fisc, on connaît la faille de Kayar, on connaît d'autres failles qui sont à Dakar, autour de Gorée et sur la corniche. Donc il faut les surveiller. Le séisme d'une magnétique 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique, 6,8 selon le service sismologique américain. Son épicentre se situe dans la province d'Al-Azaout, au sud de la cité touristique de Marrakech, dans le centre du royaume. L'actualité sportive, c'est avec la Coupe du Monde des U17 prévue du 10 novembre au 2 décembre prochain en Indonésie. Les Lions connaissent leurs adversaires en phase de groupe. Logés dans le groupe D, les champions d'Afrique en titre défieront le Japon, la Pologne, l'Argentine pour une place en huitième de finale. Et pour les autres représentants du continent, sachez que le Maroc est dans le groupe A en compagnie du pays hôte, de l'Équateur et du Panama. Le Mali, pour sa part, a hérité du groupe B. Les Aiglons vont jouer l'Espagne, le Canada et l'Ouzbékistan. Le Burkina Faso, quatrième nation africaine dans cette compétition, se frottera à la France, aux USA et à la Corée du Sud dans le groupe E. Entre autres affiches, le Brésil, tenant du titre, jouera contre l'Angleterre, champion en 2017 dans le groupe C. 24 équipes sont en lice au total. Elles sont réparties en 6 groupes de 4. Les 2 premiers de chacun des groupes ainsi que les 4 meilleurs troisièmes vont atteindre la phase à élimination directe et le tirage au sort a eu lieu ce vendredi. Parlons de foot toujours, mais cette fois-ci de la CAN féminine de football qui se tient au Maroc en 2024. Qualification premier tour. La sélection féminine du Sénégal aura l'avantage de jouer à domicile face à son homologue du Mozambique à 2 reprises, les 22 et 25 septembre au Stade Lat Dior de Thiès. Afin d'alléger un peu un calendrier pour le moins serré, la Fédération du Mozambique de football avait sollicité son homologue sénégalaise pour abriter la manche retour qui devait normalement se jouer à Maputo. Et voilà, du foot, nous passons à l'athlétisme avec plus de 20 000 athlètes, dont 60 nationalités qui se donnent rendez-vous à Dakar les 18 et 19 novembre 2023 pour le marathon Eiffage Dakar. Alors cette année, de nombreuses innovations sont notées, même les temps de course seront homologués pour un respect... pour le respect aux normes internationales, par respect plutôt aux normes internationales, des innovations aussi sur les inscriptions, une occasion de mieux préparer, on va dire, les JOJ de 2026, compte rendu du lancement avec Pafaranying et Yaya Diallo. Le Premier ministre des Sports déclare officiellement le lancement du marathon Eiffage Dakar 2023. Il fait partie désormais de l'agenda international de l'athlétisme mondial. Le marathon Eiffage Dakar est un événement à la fois sportif et culturel qui va regrouper plus de 60 nationalités. Le marathon Eiffage de Dakar, ou le MED, pour les intimes, devient une tradition au Sénégal, mais également au niveau international. Cette course atypique qui rassemble plus de 20 000 sportifs est une célébration de persévérance, du dépassement de soi et de la solidarité. C'est la raison pour laquelle nous avons fait de ce marathon un rendez-vous biannuel à l'image du marathon de Millau, où les Sénégalais pourraient allier le sport, la culture et le bien-être. Des innovations ont été apportées pour l'édition de cette année avec un circuit bien maîtrisé car le temps chronométré sera homologué, une aubaine pour la Fédération sénégalaise d'athlétisme qui compte accompagner ce projet. On a modifié le parcours, le 10 km va partir d'ici, va contourner le rond-point de la gare, repartir de l'autre côté. C'est très difficile de faire des modifications comme ça parce que nos parcours sont homologués. Avec l'agrément de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, bien sûr, mais par World Athletics, et nous avons des mesureurs officiels qui viennent et qui valident les distances. Donc quelqu'un qui fait un temps
sur le marathon de Dakar, son temps est homologué. Remercier Eiffage et de magnifier la collaboration fructueuse et constante avec la Fédération sénégalaise d'athlétisme, comme en atteste l'organisation du meeting de Dakar. Le marathon de Dakar de cette année sera organisé dans un contexte particulier. C'est pourquoi le pari d'une organisation impeccable doit être gagné sur le plan de la mobilisation et de la technique. Les organisateurs veulent aussi relever le défi avec plus de 20 000 participants. Réaffirmer l'engagement du Comité national olympique à être encore à côté de Eiffage et de tous les partenaires pour faire de cette édition du marathon un succès éclatant comme ça l'est depuis quelques années. Nous ne pouvons que nous en réjouir parce que cela va contribuer, comme je l'ai dit tantôt, à promouvoir la pratique sportive. L'autre pilier, c'est la contribution économique du sport. C'est aussi un pilier important de la politique sportive. De ce point de vue, comme vient de le dire le DJ Boops, effectivement, il y aura d'énormes retombées économiques pendant cette période. Les inscriptions vont démarrer bientôt et beaucoup d'innovations ont été notées. Une manière aussi de capitaliser les acquis afin de bien préparer les JOJ de 2026. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite, la deuxième partie du Soir d'Info.